Le 20 juin 1965, deux MiG-17 s'entraînaient sur un fantôme de F-4 dans le nord de Vietnam. Le premier de son genre a été tiré dans la guerre. Quelque part en dessous, un pilote américain s'est caché dans la jungle. Les pilotes de MiG attendaient ce qui venait d'arriver. Plus de fantômes criant à 2 fois la vitesse du son. Puis, ils ont entendu un son qui n'avait pas d'origine en 1965. Le ronflement profond de les propulseurs massifs. 4 Skyraiders de Douglas A-1 s'étirent dans les nuages. Des fantômes à l'aise d'une autre époque, peintes brillantes et épaisses, qui grimpent dans le ciel à seulement 200 knots. Les MiGS ont pu voir qu'ils étaient chargés, volant lourdement et lentement, avec des points durs qui bouillissaient sous leurs ailes. En gros, des ducs assis pour des génimbles. Ce que les pilotes de MiG ne savaient pas, c'est que ces propulseurs avaient un truc dégueulasse sur leur colline. Ils allaient apprendre cela de la manière la plus difficile. En mars 1945, avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, un prototype s'éloigne d'un volant de la Californie du Sud, volé par un pilote de test, Laverne Brown. Le modèle, désigné XBT-2D1, n'emportait pas de bombes ni d'armes. Seulement le poids de l'espoir de l'armée américaine pour un avion d'attaque de la prochaine génération. Dessiné en mi-1944 par le légendaire dessinateur d'une compagnie d'avions Douglas, Ed Edelman, et fast-tracké par l'armée. Le modèle, renommé Douglas A-1 Skyraider, était un volant d'un seul volant, construit autour d'un moteur R3350, désigné pour transmettre des vols longs, des vols lourds et des performances d'un pilote élite. Lorsque la 1 est arrivée un peu trop tard pour voler contre la Germanie nazie ou l'Imperial Japan, en 1950, les premiers Skyraiders arrivent à la péninsule coréenne, éventuellement en tant que nombreux avec l'armée américaine et l'armée navale. À ce moment-là, l'époque de l'avion, même si dans son enfance, avait déjà pris les cieux. Les F-86 Sabre et les MiG-15 se classaient à hautes altitudes sur la Corée. Contre cette couverture, beaucoup croyaient que c'était une question de temps avant que le Skyraider, un avion grand, lent et puissant, soit retiré de service. Il a même gagné le nom de SPAD, un souhait pour le combattant français en bois et en canvas de la guerre mondiale. Lorsqu'il a mis ses yeux sur un Skyraider pour la première fois, le capitaine américain de l'armée navale, William C. Smith, habitué à voler dans l'Icône, a acheté un F-4U Corsair. Il n'a pas été impressionné. Cependant, après une introduction de 4 heures à l'avion, le pilote a déclaré que « mon opinion originale de l'avion a fait une complète 180 ». Après cette première semaine, il n'y avait pas de question dans mon esprit que nos AD étaient les meilleurs avions du monde pour le travail. Avec les tanks internes et les tanks de décharge combinés, le SPAD pouvait rester fermé pendant près de 10 heures. Mais ce qui a vraiment fait peur à LA-1 était sa puissance de feu. Avec 4 canons de 20 mm installés dans les ailes et 15 points dur liant les ailes et le fuselage, cet avion pouvait porter jusqu'à 8000 pounds de bombes, des roquettes, des torpédos, des fusils de feu, des flèches ou des tanks. Près de toute la combinaison que la mission demandait. D'une seule occasion, un pilote a volé avec plus de 27 000 pounds de combustible et d'ordinateur. En paire avec un transport C-47 en plus, les ailes en folie ont sauvé de l'espace sur des décollages de transport. Leur équipement d'atterrissage absorbait des décollages et leur contrôle hydraulique donnait à l'avion la précision dans des tournées ou des sauvages. Grand, bruyant et armé aux doigts, le Skyraider n'était pas joli. Mais ça a bien fonctionné. Bientôt après son arrivée en Corée, le Skyraider a commencé à déchirer sa réputation. Les missions ont disparu de la soutien de l'Air Force à des attaques sur des objectifs industriels comme les plantes de puissance, les ponts, les tunnels et les bridges. Le modèle était aussi connu pour sa versatilité. Les variants pouvaient faire des attaques de nuit, des décollages électroniques et la soutien de l'avion à l'arrivée du front. LA-1 avait aussi une réputation pour sa précision. Dans les montagnes étroites où les jets plus rapides se battaient pour se nettoyer, les pilotes Skyraider utilisaient des bombardements et des tournées à haut angle pour atteindre l'ordonnance de l'endroit. SPAD a même participé dans les attaques sur le Dan, en tirant des torpèdes aériennes par un réservoir étroit sous feu lourd. Le 16 juin 1953, le major George H. Lynn Meillet et l'envoyé-gouverneur Vernon S. Kramer volaient sur la patrouille de Skyraider lorsqu'ils ont vu un Polikarpov Po-2, un bateau en bois lent qui s'éloignait dans la neige. Connu comme Betchek Charlie par les troupes de l'ONU, les Po-2 étaient une nuisance constante, en tirant des grenades et des bombes en combinaison avec une précision inattentive. Ce matin, Lynn Meillet a accéléré, s'est fermé derrière le bateau et a lancé un feu. Dans un bruit bruyant, les canons puissants du bateau ont tiré vers les ailes du Po-2 et l'ont senti tomber du ciel, marquant l'unique victoire d'Erax en Gravert dans la guerre. Lorsque le ceasefire de la guerre coréenne a été signé, 128 Skyraiders ont été perdus, 101 en combat et 27 à accident, beaucoup causés par le poids et le torque lors des tombées. Après le conflit, lorsque la technologie a avancé à un rythme précédent,
les Skyraiders ont l'air en train de se retirer, jusqu'à ce qu'un autre type de guerre soit indispensable encore une fois. Au moment de la guerre en Vietnam, même si le Skyhawk 4 était l'avion d'attaque primaire du navire, il y avait un gros problème. Il n'y avait pas d'avion américain permettant d'opérer dans l'espace aérien, une limitation pour éviter des rumeurs sur l'intervention militaire directe. En septembre 1960, l'administration Eisenhower a reconnu la 1, encore capable, mais plus capable que le nouveau conflit. Cette même année, la navire américaine a commencé à transporter certains de ses Skyraiders dans l'émergence de l'avion vietnamien et a finalement fourni plus de 350 avions. L'un des premiers pilotes chanceux d'avoir expérimenté cet avion était Nguyen Tso Khai, le futur Premier ministre et vice-président. Comme il l'a rappelé plus tard, il a dit « Je n'ai jamais volé un avion si puissant. En courant la route, le Skyraider était un tigre qui tombait dans le ciel. Cela a pris toute sa puissance de ses 2 bras et ses 2 jambes pour se contrôler. Lorsque j'avais stabilisé l'altitude de l'avion, j'étais à 12 000 mètres. En novembre, les pilotes de Skyraider ont aidé à dépasser une attaque militaire en volant bas sur Saigon et en tirant sur des positions rebelles pour démontrer à l'ennemi qui contrôlait l'espace aéroport. Mais seulement quelques mois plus tard, en février 1962, 2 de ces mêmes pilotes VNAF ont tourné leur avion contre le gouvernement. S'arrêtant lors d'une volée routine, ils ont aligné le palais présidentiel et leurs sites armés, ont tiré sur le toit avec des bombes et ont cassé le bâtiment avec un feu de canon, tentant de tuer le président Wo Dinh-Diem dans son propre quartier, qui a failli. Le Skyraider est officiellement entré en combat sous la commande de l'armée américaine en juin 1964, parfaitement à l'heure de l'escalade. 7 avril, les transporteurs Ticonderoga et Constellation ont lancé l'opération Pierce Arrow, le premier avion américain dans le nord du Vietnam, en suivant les attaques de bateaux de torpédos et des détruits dans le célèbre golfe de Tonkin. Plusieurs Skyraiders ont participé à ces attaques initiales, tirant sur les sites de stockage de combustible et les installations sur la côte du nord vietnamien. Parmi les pilotes lancés ce matin, c'était le lieutenant Jim Upgrade Richard C. Saté de la Constellation, occupé de détruire les bateaux de torpédos sur le port de Luxor. Il a commencé sa course d'attaque en volant bas avec des fusils armés. Jusqu'alors, un feu anti-avion a érupté que de la côte. Après un coup de feu qui a touché son Skyraider parfaitement, la fumée noire a commencé à sortir du moteur, ce qui a fait que l'avion s'est déplacé violemment et a plongé dans la haine du matin, disparaissant dans les eaux du port. Le pilote Saté est devenu la première casualité de l'aviation navale au Vietnam. Seuls quelques jours avant cette mission, il a écrit à la maison que « Je vais me battre parce que c'est la chose à faire », la chose pour laquelle j'ai été entraîné. Lorsque la bataille s'est intensifiée, l'aéroport américain a utilisé les Skyraiders pour offrir le soutien à l'air lent et précis que les jets rapides ne pouvaient simplement pas offrir. Cependant, quand le service du centre d'avion a commencé à tester et modifier l'avion, les officiers ont rencontré un gros bloc de route. La production a cessé en 1957. Pour améliorer la situation, l'aéroport n'a jamais été un opérateur primaire de ce type. Une solution est venue grâce à l'interservice de coopération, avec l'aéroport arrangé pour acheter tous les jets de surplus de l'armée et de l'inventaire. Une fois que les pilotes de l'aéroport ont eu leurs mains sur le Skyraider, ils se sont rassemblés avec des aviateurs de l'armée pour chercher des convoyeurs sur la route de Ho Chi Minh, un réseau d'approvisionnement vital communiste qui a traversé Laos et la Cambodge, alimentant les forces du Nord-Vietnam et du Sud autour de l'heure. Pour ces missions d'interdiction de nuit, les aviateurs devaient devenir des arsenaux de vol, avec un tirage typique d'un minigun de 7,62 mm monté au centre qui pouvait débloquer 6000 rondes par minute, 6 stations remplies de bombes de cluster antipersonnel, des points d'effort portant des canistères, 2 autres stations chaque, chargées avec 19 fusils explosifs élevés. Plus une autre paire montée avec 7 fusils marquant. D'autres options incluaient 4 fusils de haute intensité chargés avec des pylônes supplémentaires pour transformer la nuit en journée, et 800 rondes de munitions de canon de 20 mm remplissant les magazines d'avion. Les restants extérieurs portaient les tanks d'énergie auxiliaire nécessaires pour garder la plateforme de 25 000 pounds à l'air pour des heures. Le plus choquant était le fait que les Skyraiders avaient volé ces missions dans l'obscurité sans radar pour couper le canapé du jungle, pas d'infrarouge et pas de vision nocturne. Les pilotes, souvent en groupe de 4, naviguaient par les lumières et les flèches, lâchant leurs ordonnances basées sur l'expérience et l'instinct seul. Selon le commandant George Carlton, c'était le jeu le plus difficile de chat et mouche, car à la première indication de notre présence, les trucs ont coupé leur lumière et sont allés pour le couvre dans les bâtiments et sous les arbres. À partir de 1965, le Skyraider était un design de 20 ans, essentiellement un reliquat dans le monde de l'avion militaire. Pendant ces décennies, la technologie de l'avion a évolué de moteurs de piston à des turbines et à des vitesses qui dépassaient 2 fois la vitesse du son. Comme expérimentés, les pilotes de la 1 ont reçu beaucoup de flack de leurs compagnons. Ils étaient censés avoir une jambe trop grande de se battre contre tout ce moteur et une chance plus grande de tomber dans un bâtiment que d'être tués. Néanmoins, en février,
En réponse aux attaques de Viet Cong sur les bases américaines, les soldats sud-vietnamiens et américains ont traversé les zones démilitarisées pour attaquer les bases ennemies. Win Sor-Chi, à l'époque dans Air Vice Marshall, a conduit une formation de 24 de ces modèles directement dans les doigts des emplacements en réponse. Les flaks de l'ennemi ont frappé chacun des A1. Aucun moins de 4 boulets n'ont touché le cockpit de Chi car il a instinctivement élevé son bras pour protéger son visage de la glace et 2 autres pilotes ont pris des dégâts catastrophiques et ont été éjectés sur la mer de la Chine du Sud. Peu plus de 2 semaines plus tard, lors d'une autre tentative de coup qui a émergé au Saigon, Air Vice Marshal Chi a écrasé ses Sky Raiders et ses compagnons ont envoyé un message aux forces rebelles pour leur demander où de faire un bombardement. Lorsque les négociations ont commencé, 8 SPAD avec 32 tonnes de roquettes capables d'élever les blocs de la ville ont orbité menaçant sur la capitale pendant des heures près à dénoncer leur ordonnance lors du premier signe des mouvements d'armes hostiles. L'effet psychologique était si immense que les commandants rebelles ont abandonné en permettant aux tanks loyaux de se déplacer dans la ville. Le 20 juin 1965, un coup familier de la catapulte Starbord qui a touché l'eau a été considéré comme l'alarme de ce matin pour le lieutenant Clinton B. Johnson à bord de l'USS Midway. Après des semaines d'opérations délirantes au nord du Vietnam, y compris la perte d'un collègue de l'équipe qui s'était fait quelques jours plus tôt, l'équipe d'attaque 25 a finalement été donnée une reprise longuement overdue. Le plan était de se reposer, dormir et peut-être un film dans la salle de préparation. Mais à midi, les mots arrivent qu'un Phantom F-4C de l'armée a juste été tiré par un MiG-17 au nord-ouest du Vietnam. Le premier jet américain perdu aux combattants ennemis. Avec un crewman vivant sur le sol, l'alarme de la rescue a sonné dans la salle de préparation. Même s'ils étaient principalement des avions d'attaque, les Sky Raiders avaient devenu l'option préférée de l'armée pour les missions de recherche et d'escorte. Lorsque l'alarme a sonné, Johnson et ses collègues de pilotes se sont équipés et ont mis en place leurs A1. Seulement, un autre squadron avec des avions nouveaux avait déjà pris la mission. Ce cycle frustrant a été répété 2 fois de plus. Jusqu'à la fin, à 6 heures, 4 Sky Raiders ont lancé dans l'air humide avec le lieutenant junior Jim Lin sur son volant, et le lieutenant Johnson avait volé son deuxième élément avec le lieutenant junior Charlie Hartman à son côté. La chaleur était si étrange ce soir, que la condensation s'est dépassée de leur volant en les tirant vers le ciel. 70 km à l'intérieur, Grey 12 a soudain été inversé dans un dive prévertical, et Johnson a suivi instantanément, armant ses armes quand le sol a explosé. Ensuite, sans précaution, un spray d'avion sans guidage s'est tiré vers eux, un détonant assez proche de rattraper Grey 12 et Lin. 2 jets sont arrivés d'en haut, attaquant des angles opposés. Le premier, peint en silver avec des marquages rouges, a traversé Johnson et Hartman pour chercher Grey 12, tandis que le deuxième a été bloqué par Johnson et Hartman à l'arrière. Le dernier homme dans la formation, ses feuilles de canon s'éloignaient de son couloir. Voyant son prédicament, Johnson a tiré Sky Raider dans le plus dur tournage qu'il pouvait gérer, sachant que l'avion de Pronte pouvait détourner n'importe quel jet. Bien sûr, l'avion qui purge a essayé de matcher le tournage, mais ne pouvait pas le tenir et est passé. En tirant trop fort, Justice Hartman a tiré une petite explosion après. Dans le chaos, Johnson a perdu son premier contact visuel avec Grey 12, mais ensuite il a vu à nouveau, bas au-dessus des arbres, tirant fort quand le premier MiG s'est fermé. Johnson a tiré en essayant de briser le tournage. C'était un coup de feu misé, ils ont fait le travail. Le MiG s'est cassé et a tiré fort, tournant autour pour rencontrer Johnson et Hartman à l'arrière. Pour un instant, les deux côtés s'éloignaient vers l'un l'autre. Johnson et Hartman ont tiré ensemble leurs canons allumant les nuages sombres. La canopée en 1 million de pièces. Puis, dans une dernière motion, le jet s'est tourné, inversé, et s'est tiré vers la côte des montagnes dans un ballon de feu. Après avoir tourné le tournage pendant quelques instants, la voix de Grey 12 s'est finalement écrasée sur la radio, en demandant ce qu'il pensait qu'il faisait, toujours dans l'espace de l'air hostile avec des combattants ennemis. Avec ça, les 4 Sky Raiders ont tourné vers la côte et sont retournés à leur base. Seul alors que le poids plein de ce qui s'est passé à l'étranger commence à s'accrocher. 4 avancées avec des voitures en piston ont juste passé tête-à-tête avec des J-Fighters et ont gagné. Lorsque la victoire des Sky Raiders est arrivée au sud de la Vietnam, le vice-commandant Erkai n'a pas perdu de temps. Selon Johnson, il leur a dit que leurs pieds ont boosté la morale à travers les squadrons des Sky Raiders du sud de la Vietnam. Il se trouve que l'ancien SPAD n'était pas mal du tout. L'un des rôles qu'il a joué sous la commande de l'armée américaine était la recherche et la recueillir. Il a volé sous le signe Sandy. César, ont donné un couvercle pour les hélicoptères, ont marqué les positions avec de la phosphore blanche, ont tiré sur les emplacements avec des roquettes et ont dirigé tout l'effort de la recueillir de l'avant. Le pilote d'avant, Sandy 1, a coordonné l'opération tout en faisant des pattes ou de l'étirer dans les eaux brûlées. Le seul son plus bien apprécié que le bruit d'un gant joli gris était le ronflement basse du moteur R3350 à droite.
Les pilotes de SPAD étaient heureux de le faire. Comme l'a déclaré le capitaine John Flynn, quote, « Ce boulot de recueillir est le meilleur et le plus réciproque de l'entière-guerre. » En mars 1966, pendant une mission de recueil-glissement de combat dans la vallée d'Auchan, le pilote de Skyraider, Major d'Afor Jump Myers, a téléphoné pour l'aide après qu'un SPAD s'est tombé sur un pont de l'air à l'intérieur d'une base qui avait été dépassée par les forces ennemies. Après avoir appris que les troupes ennemies étaient à peu près à 20 mètres du recueil, et que le plus proche d'un chopé était encore à la moitié d'une heure, le Major Bernard Burning Fisher a éteint son micro et a dit ce que personne n'attendait de l'entendre. Quote, « J'y vais. » Sur sa première approche, Fisher a dû s'éloigner car le chemin était trop débridé. Dans la seconde, il s'est éloigné et, en absorbant le feu de fusée tout au long du chemin, il s'est touché juste au-delà du site de crash après avoir tourné l'avion autour et taxié vers le désespoir Myers. S'allumant à un arrêt, Myers s'est accroché sous l'avion pour que le bruit de la fusée ne l'arrête pas. Après avoir coupé le freinage, il s'est enfin installé dans le siège léger et il s'était éloigné, en évitant le débris et le feu d'ennemi. Au point de l'atterrissage à Plécu, un total de 19 trous de feu d'ennemi ont été trouvés dans la fusée. Pour cette mission, Fisher devient le premier pilote de l'armée de la guerre à recevoir la médaille d'honneur. Des missions incroyables comme celle de Fisher n'étaient que serrées avec chaque pilote en péril qui le savait déjà. La cruise de Sandy allait venir, peu importe les chances. Comme l'a dit un pilote de F-105, si Sandy allait dans le bar, il allait avoir du mal à payer pour une bière. Le 9 octobre 1966, 4 SPADS de la VA-176 ont été lancés par l'USS Intrepide pour couvrir un fantôme naval près de Hanoï, seul à être rencontré par 4 MiG-17. En volant dans le slot 4, Taylor & Charlie, le lieutenant junior grade Tom Patton ont attrapé un MiG qui montait juste au-dessus des arbres, complètement inconnu qu'il allait être attaqué. En allant de plus près, l'Américain a tiré un tir d'un canon de 20 mm et a suivi avec un paire de roquettes unies. Le MiG a tombé dans les nuages et Tom Patton n'a jamais vu un pilote tomber d'un jet. Cette victoire a marqué la dernière fois qu'un combattant d'avion est tombé d'un jet et le pilote a reçu le Silver Star. À ce moment-là, la course du Skyraider comme un avion d'attaque frontale était terminée. Au cours des années qui suivent, la navire a commencé à étudier LA-6 Intrudé et LA-7 Corsair II, des successeurs qui n'ont pas besoin d'avions et de gaz et le Skyraider a toujours été brûlé. La dernière sortie de combat A1 est venue en février 1968 quand le lieutenant Ted a volé une mission en soutien des marins à Kazan. Les soldats de l'armée ont volé leur dernière mission en fin 1972, puis ont envoyé tous les avions au sud vietnamais. Ces Skyraiders ont volé jusqu'à les derniers jours de la guerre, étendant des colonnes plongeant des ponts et même évacuant des civils jusqu'à la fête de Saigon en 1975. Un total de 144 Skyraider pilotes et 266 avions ont été perdus au Vietnam, la plupart par un feu de terre, 5 par des missiles de surface à l'air et 3 victimes de combat en parlant de l'incroyable Tali de l'avion, malgré ses encoches technologiques, Richard E. Drury a évoqué que « nous avions des anachronismes, pilotant des espions dans un monde supersonique, testant les tempêtes à 8000 mètres quand un avion supersonique SR-71 était à 3 fois la vitesse du son au-dessus de 70 000 mètres. C'était une situation ridicule, mais une que j'applaudis. Certains des meilleurs et les plus dangereux et héroïques avions ont été faits là-bas, dans les anciens Skyraider A1. À l'extérieur des États-Unis, les Skyraider ont vu un service brief, mais efficace entre plusieurs nations alliées. Au début des années 1950, l'armée royale a acheté 50 modèles configurés pour les alertes. Ces avions ont été envoyés par des transporteurs comme l'HMS Eagle et l'Albion pendant la crise de Suez en 1956. Et même s'ils étaient retirés en 1962, leurs systèmes de radar ont été réinstallés dans l'AEW-2 qui restait en service jusqu'en 1990. La Suède a acheté 14 de ces modèles britanniques en 1960, en les enlisant de l'équipement de combat et en les proposant en fusil d'attaque pour l'entraînement le plus remarquable. Entre 1956 et le début des années 1970, l'armée française et le navire ont opéré plus de 100 Skyraider et beaucoup ont été modifiés dans des plateformes CS-Trek. Premièrement déployés en Algérie, ils ont porté des bombes, des fusils et du napalm dans les opérations et plus tard dans les missions de vol à Tchad, Djibouti et Madagascar. Dans certains cas, ils ont retiré des équipements et dans d'autres, des bouteilles de verre pour terroriser les combattants. Après la phase de la France, plusieurs avions ont continué à voler pour les États-Unis et les conflits régionaux à travers l'Afrique et l'Asie du Sud. En total, la compagnie Douglas Aircraft a produit plus de 3000 Skyraider dans près de 30 variants, équipés pour des missions qui s'étendent du soutien à l'air et de l'interdiction de la lumière à l'armée électronique, la reconnaissance, la précaution et la recherche et la recueil. Pendant près de 3 décennies, ils ont volé des bases de terre et des bateaux de transport dans tous les types de métiers et près de chaque théâtre où l'armée américaine a opéré. Un avion à puissance de piston a été le premier à voler pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le Skyraider a bien servi à l'âge du Tomcat F-14 et du Blackbird SR-71. Très longtemps après les jets plus rapides qui étaient venus et quittés, le Skyraider A-1, peut-être l'avion d'attaque le plus efficace de tous les temps, a continué à faire le travail de la bonne façon.